Le royaume ermite cache plus que des secrets. C'est une terre de contradictions. La Corée du Nord est isolée depuis des décennies. Son peuple vivant sous un contrôle strict de ce qu'il regarde, dit et fait. Pourtant, derrière le rideau se cache un côté plus sombre du régime, rempli d'excès, de débauche et d'indulgence. C'est un monde que les Nord-Coréens ordinaires ne verront jamais. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Dans cet épisode de The Infographic Show, nous explorons les fêtes secrètes de la Corée du Nord. Kang Jin était autrefois un garde de haut rang dans l'unité 974, la célèbre unité de garde du corps, chargée de protéger les élites nord-coréennes. Pendant 13 ans, il a vécu dans l'ombre de Kim Jong-il, l'ancien dirigeant suprême et père de l'actuel dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Kang Jin a tout vu dans un métier dont peu de Nord-Coréens pourraient rêver. Ce travail éloignait les hommes de leur famille, exigeait une loyauté à vie et les transformait en boucliers humains pour leurs supérieurs. Jin a fait défection, révélant au monde ce qui se passe derrière les portes closes de la Corée du Nord. Les Nord-Coréens pensaient que leur dirigeant suprême et ses proches se sacrifiaient entièrement pour la nation, travaillant sans cesse. Mais la vérité était tout autre. Jin a expliqué que Kim Jong-il vivait surtout dans de luxueuses villas remplies de bons alcools, de cigarettes importées et de femmes. On le voyait parfois sur son yacht privé avec des compagnons, ou dans ses écuries où lui et ses maîtresses montèrent des chevaux blancs. Lors des fêtes, Jin surveillait le centre pendant que les voitures de luxe de l'élite nord-coréenne arrivaient. Vers 22h, les festivités débutaient. 3 ou 4 hommes entraient dans la villa avec Kim. La musique débutait, l'alcool coulait, mais la vraie attraction n'était pas lui. Il y avait souvent des dizaines de femmes pour quelques hommes, beaucoup spécialement formés pour ce rôle. Tout cela était top secret. Ce qui se passait lors de ces soirées restait lors de ces soirées. En Corée du Nord, enfreindre cette règle pouvait décider si une famille vivait en ville ou était envoyée aux travaux forcés à la campagne. Le témoignage de Jin confirme les précédents rapports sur les filles du plaisir nord-coréennes, évaluées pour à environ 2000. Le Kipunjo, appelé groupe du plaisir, avait des fonctions spécifiques. Les transfuges évoquent à 3 équipes féminines, celle de satisfaction pour les services personnels, celle de bonheur pour les massages, et celle de danse et chant pour les spectacles. Un document déclassifié, intitulé Koprochtip, le projet pour garantir la longévité du grand dirigeant, explique la sélection et la formation des recrues féminines. Chaque chef de parti était responsable de constituer une équipe de plaisir chargée de sélectionner les femmes. Si les filles figuraient parmi les 100 premières, leurs noms étaient transmis à la section 5 du département de l'organisation, aussi appelé le cercle intérieur. Les 50 plus beaux noms féminins du pays arrivaient ensuite sur le bureau des gardes du corps du dirigeant suprême, qui faisait la sélection finale. Les filles passèrent des examens médicaux, puis en cas de réussite, une formation intensive. Ensuite, les filles ordinrent d'être installées dans l'une des 33 villas de luxe réparties en Corée du Nord, allant de maisons simples à des résidences pour divertir les personnes très importantes de passage. Certaines étaient envoyées à l'étranger pour une formation supplémentaire. Quelques-unes étaient promues premier lieutenant dans la garde du corps, sans doute pour superviser les autres filles et nouvelles recrues. Une fille, Mi-hyung, n'était encore qu'une adolescente lorsqu'elle a été retirée de l'école. Après sa défection, elle a raconté comment 2 hommes en uniforme vert sont entrés dans sa classe et l'ont emmenée de force sans prévenir. Elle correspondait par hasard aux critères. Au moins 1,65 mètres pas de cicatrices, ni de taches. Une voix douce et féminine. Et elle était vierge. Ses antécédents scolaires et familiaux ont été examinés. On lui a aussi demandé si elle avait eu un petit ami sérieux. Elle a passé les 10 années suivantes à servir Kim Jong-il. Pendant cette période, elle n'a eu aucun contact avec sa famille. Elle savait que fuir signifiait l'exécution si elle était attrapée. Elle a qualifié la formation de rigoureuse. Danse, massage et apprentissage des codes pour s'adresser à la noblesse nord-coréenne. Après avoir réussi, elle a d'abord été chargée de divertir de manière traditionnelle, chanter, danser et faire des massages, rien de plus. Elle pensait qu'en restant plus longtemps, elle aurait été forcée à en faire plus. Lee Il-nam, neveu de Kim Jong-il, a aussi évoqué ces fêtes dans ses mémoires. Il les a décrites comme des orgies arrosées d'alcool, avec des femmes généralement âgées de 22 à 25 ans. Les hommes buvaient beaucoup, jouant à des jeux où les perdants devaient se déshabiller. Des repas somptueux étaient servis, et chants et danses finissaient souvent par des activités sexuelles. Mais ces fêtes n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Il-nam a dit que sur ces quelques 200 associés, seuls 40 hommes pouvaient y assister, des hommes des plus hauts rangs.
Certains semblaient coupables, ou craignaient que la vérité soit révélée. Par honte, ils offraient souvent des cadeaux aux filles. Parfois jusqu'à 4000 $, une petite fortune en Corée du Nord. Selon Il-nam, quelques filles ont épousé les personnes très importantes. La plupart n'ont pas eu cette chance. Elles rentraient chez elles à la fin de leur service, jurant de garder le secret sous peine de mort. 4000 $! C'est une vraie fortune en Corée du Nord, suffisant pour garantir une vie confortable à une femme et ses parents. En 2022, un site d'information spécialisé sur la Corée du Nord a rapporté qu'il n'était pas rare que des personnes ne gagnent que 5000 won nord-coréens par mois. Cela représente environ 1 à 3 $ au taux de change du marché noir, à peine de quoi couvrir les produits corps de base comme le riz ou le maïs. Ce sont les salaires les plus bas. Avec une bonne éducation à Pyongyang, les salaires sont bien plus élevés, surtout depuis la résolution 23119 de 2023, qui a revalorisé de nombreux emplois au niveau national. Les médias ont signalé de fortes hausses de salaire. Des travailleurs qui gagnaient 1500 won se sont soudainement retrouvés à gagner plus de 30 000 $, soit environ 9 $ sur le marché noir. Les cadres intermédiaires ont vu leur salaire passer de 5 000 à 120 000 $. Même les enseignants, qui ne gagnaient autrefois que 2 000 $ par mois, touchèrent désormais 120 000 $. Au sommet, les secrétaires du parti touchaient 150 000 won. Les citoyens n'ont pas le droit de détenir des dollars américains, et sans taux de change officiel, ils dépendent du marché noir à des taux désastreux. Sur le papier, 150 000 won pourraient sembler valoir 166 $, mais en réalité, via les trafiquants clandestins, cela vaudrait bien moins dans la rue. Donc, même si les Nord-Coréens moyens gagnent techniquement plus de nos jours, ceux qui sont en bas de l'échelle peuvent à peine se permettre de manger. Même avec des hausses de salaire, beaucoup restent désespérément pauvres mondialement. D'après Paylab, les salaires moyens mensuels diffèrent selon les pays en développement. En Éthiopie et au Congo, les salaires moyens vont de 60 000 à 100 $ par mois contre 25 $ en Indonésie. Mais en Corée du Nord, le minimum peut être inférieur à 10 $. Et cela, avant même le marché noir, où les dollars américains sont indispensables à de nombreuses transactions. Le régime condamne l'Amérique, mais le dollar reste sa monnaie préférée. Malgré des salaires très bas, le régime a parfois cherché à paraître plus humain. Après une série d'accidents dans les aciéries, le gouvernement a récemment imposé que les équipes ne dépassent pas 8 heures par jour. Kim Jong-un lui-même aurait déploré que les personnes devant les machines soient traitées comme des machines. Il a même dit qu'il voulait des jours fériés pour que les ouvriers puissent profiter de leur vie. Mais c'est ce qu'il dit au peuple. Il est difficile d'évaluer les progrès réels. Il subit des pressions pour changer dans un pays qui découvre la réalité. Les Nord-Coréens survivent comme ils peuvent. Beaucoup vendent des marchandises au marché noir, des disques vidéo numériques, des CD ou des clés USB remplies de films étrangers. Tout cela est interdit, qualifié par Kim Jong-un de cancer pour la société nord-coréenne. La raison est simple, la propagande. Le régime prétend que le pays est un paradis, empêchant ainsi ses citoyens de découvrir la réalité du monde extérieur. Malgré les risques, des gens continuaient à vendre et diffuser des médias interdits. Les sanctions pouvaient être brutales. La vente de contrebande a conduit à des exécutions de masse, parfois dans des stades où les familles sont forcées d'assister. En 2019, la British Broadcasting Corporation a rapporté des décennies d'exécutions pour des délits comme le vol de vaches ou regarder la télévision sud-coréenne. Des vidéos montrèrent des foules de 1000 personnes assistant à des exécutions publiques dans des champs, stades et écoles. Le message était clair, enfreindre la loi ne sera pas toléré. Jin, ex-garde du corps, se rappela un dicton nord-coréen. Seuls les morts se taisent. Il s'est rappelé son temps dans les villas, quand son patron était avec ses filles de plaisir. Les gardes tirèrent sur ceux qui s'approchèrent trop des jardins pour chercher de la nourriture dans la zone spéciale. Tuer quelqu'un pouvait mener à une promotion. Ces gardes du corps étaient censés être les meilleurs, intelligents, forts et surtout fiables. Ils restaient silencieux, ne posaient aucune question, et il leur était interdit de parler aux fautiers de plaisir. Au mieux, ils voyaient ces filles furtivement ou croisaient leurs précepteurs, sans pouvoir entrer au fait. Ils entendaient la musique de dehors, apportaient alcool et cigarettes, puis retournaient à leur poste de garde. Jin avait 31 ans quand il a quitté le service du dirigeant suprême, qu'il connaissait depuis ses 17 ans. Il était tenu au secret. Mais lorsqu'il est revenu à la vie normale et qu'il a vu la télévision et les journaux louer le dévouement inlassable du dirigeant, cela ne lui a pas plu. Comment cela aurait-il pu après ce qu'il avait vu? Tout cela était un mensonge et il était obligé de le garder pour lui. Un jour,
Il a vu un cadavre dans une gare, resté 3 jours sans être déplacé tandis que les gens détournaient les yeux. Jin, issu d'une famille de soldats, qu'il voyait comme de vrais loyalistes, se sentait mal à l'aise, l'image du cadavre contrastant avec les souvenirs de Kim et ses acolytes dans le luxe. Comme beaucoup, il a eu faim. Malgré son ancien poste élevé, il survivait avec une bouillie claire. Quand la bouillie a manqué, il n'a pas mangé. Sans enfant pour l'aider dans sa vieillesse, sa femme étant morte de la tuberculose. Après leur service, les gardes recevaient souvent une éducation universitaire et une carrière correcte. Jin a postulé au département de la sécurité d'État et allait être accepté avant d'être soudainement disqualifié sans explication. Plus tard, il a découvert qu'il avait une tante éloignée, jamais rencontrée, ayant fait défection en Corée du Sud des années plus tôt. Lors du premier examen, il n'avait pas assez approfondi. Il avait essayé toute sa vie d'être loyal, mais affamé et sans le sou, il a compris que le régime l'avait abandonné. Le lavage de cerveau, comme il disait, a commencé à se fissurer, et la désillusion s'est transformée en rage. Il a finalement retrouvé sa tante en Corée du Sud et a commencé à communiquer secrètement avec elle. Elle lui a envoyé 1500 $, ce qui lui a permis de vivre confortablement, mais à une condition. Il est devenu un intermédiaire entre les transfuges du Sud et leurs familles encore piégées au Nord. Ce travail était dangereux, et il a presque été découvert. Lors d'un hiver glacial, il a traversé le fleuve Hamnock pour entrer en Chine, et n'est jamais revenu. Cela remonte à de nombreuses années. Le monde qu'il a laissé derrière lui a radicalement changé. La famine a diminué, et les salaires ont augmenté, mais la modernité pousse les jeunes à exiger plus de transparence. Cela donne des migraines au régime, et entraîne des répressions effrayantes de la part des services de sécurité. Contrairement à l'époque de Jin, les Nord-Coréens d'aujourd'hui ont plus de chances d'entrevoir le monde extérieur grâce à la technologie numérique. Internet reste très censuré et réservé à quelques privilégiés. Le public n'accède qu'aux sites autorisés, tandis que les médias d'État ne diffusent que la propagande des succès du gouvernement. Mais même en Corée du Nord, la réalité parvient à se glisser sous les portes verrouillées censées tenir le reste du monde à l'écart. Récemment, la police de Pyongyang a dû procéder à plusieurs arrestations après avoir découvert que des lycéens effectuaient secrètement des paiements en ligne. Les médias d'État ont déclaré que ces paiements avaient un impact non socialiste sur les adolescents. Les élèves dépensaient dans des marchés, salles de jeu, ou pour de la nourriture, pas sur des plateformes étrangères. Voir des adolescents exhiber de l'argent numérique, alors que beaucoup vivaient dans la pauvreté, contredisait l'affirmation du régime sur l'égalité. Les parents ont répondu que le monde évoluait, que les jeunes aspiraient à plus de liberté, et que la restreindre provoquerait la rébellion. Les reportages disaient que les changements venaient surtout de la Chine, qui voudrait que la Corée du Nord rejoigne la civilisation moderne. La Chine est le principal fournisseur d'électronique, où sont produites les clés USB contenant musique, émissions et films. Elle ignore ses usines et magasins, tandis que les contrebandiers nord-coréens risquent leur vie chaque jour. Le changement s'insinue peu à peu. Une source anonyme a déclaré que les répressions constantes ne suffisent pas, car les appareils continuent d'entrer par des canaux cachés. Pire pour le régime, les gens savent maintenant que les familles des agents de sécurité et des inspecteurs utilisent ces appareils plus que tout le monde. Le régime craint désormais un bouleversement social. En mai 2025, la police a été chargée de rechercher des étrangers, des personnes extérieures, des éléments non socialistes ou des signes de commerce illégal. La population n'était pas contente que la police entre chez elle et fouille dans ses affaires. L'une des principales raisons de cette surveillance était de trouver des personnes qui possédaient des biens de luxe bien supérieurs à ce que leur travail leur permettait d'acheter. Des fonds issus d'activités clandestines, selon le régime, source d'instabilité. Contrairement au régime et à ses dirigeants, les gens ordinaires ne doivent pas gagner d'argent ailleurs que dans leur emploi assigné. Il y a 20 ans, de tels mots n'étaient pas prononcés, et les Nord-Coréens questionnaient très rarement les récits officiels. Les Occidentaux pensent encore que tous les Nord-Coréens vivent dans la propagande et sont ignorants, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Comme l'a noté un autre civil nord-coréen anonyme, beaucoup de gens remettent désormais en question ce qu'on leur dit, à savoir qu'ils vivent dans un soi-disant paradis socialiste, où tout le monde est égal. C'est on ne peut plus inégal. Avec un produit intérieur brut de 32 milliards de $, la Corée du Nord est l'un des pays les plus pauvres par habitant, juste devant le Yémen, l'Afghanistan et quelques pays africains. Le gouvernement dicte quels biens peuvent être produits, combien doivent être fabriqués, puis il fixe le prix. Il contrôle toujours l'économie, mais depuis le XXIe siècle, il s'est ouvert, échangeant avec la Chine pour environ 3,25 milliards de $.
Ce commerce a évité des catastrophes comme la famine de la fin des années 1990, ayant causé entre 500 000 et 600 000 morts selon les estimations. Cependant, il existe une économie plus sombre dont les gens ordinaires ne profitent pas. Le régime interdit à ses citoyens de gagner de l'argent sur le marché noir, mais forme secrètement des hackers accusés d'un vol de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie à Dubaï en 2025. Les États-Unis et le Royaume-Uni affirment que la Corée du Nord est derrière certains des piratages les plus coûteux au monde. Des rapports mentionnent aussi des arnaques téléphoniques, estimées qu'à 600 millions de dollars par an. Les renseignements sud-coréens estiment que le pays compte des milliers de sites de jeux illégaux valant plusieurs milliards. Les médias occidentaux évoquent souvent la Chambre 39, une organisation nord-coréenne secrète qui envoie des travailleurs à l'étranger pour rapatrier de l'argent au régime. Ces activités supposées englobent la fausse monnaie, la contrebande d'armes, le trafic de drogue et l'exploitation de casinos suspects en Asie du Sud-Est, surtout au Cambodge. Tandis que de nombreux Nord-Coréens subsistent avec de la bouillie ou prennent des risques, les élites accumulent des fortunes comme des mafias. Ainsi, les hautement fonctionnaires et leurs familles achètent chez Hermès, Hennessy, Mercedes-Maybach et acquièrent des montres européennes de luxe. La dynastie Kim vit dans un monde totalement différent des citoyens ordinaires. Kim Jong-il aurait dépensé des centaines de milliers de dollars par an pour importer du cognac Hennessy et possédait une bibliothèque privée de plus de 20 000 films. Il disait haïr l'Amérique mais aimer Hollywood. Parmi ses préférés figurèrent les westerns, Sean Connery et même Vendredi 13. Son fils détient une flotte de voitures de luxe importées illégalement, malgré les sanctions de l'Organisation des Nations Unies, dont l'une vaut environ 200 000 dollars. Une autre, une Mercedes-Maybach S6 Sense Pullman Guard fabriquée sur mesure, est estimée entre 500 000 et 1,6 million de dollars. Il posséderait 4 yachts, dont un valant entre 4 et 6 millions de dollars. Son avion personnel, un Ilyushin Il-62 soviétique, n'impressionne peut-être pas les milliardaires, mais il aurait été réaménagé avec des intérieurs luxueux. Des images satellites ont montré la vaste villa en bord de mer de Kim à Wonsan, avec parc aquatique privé et installation équestre. La famille posséderait 17 palais, et de nombreuses villas dotées d'équipements électroniques modernes et de meubles de créateurs. L'une d'elles possède même sa propre piste d'atterrissage de 500 mètres. La famille a fait construire 12 gares rien que pour elle. Dans leur train de luxe, ils savouraient une haute cuisine mondiale, avec vin français et champagne en verre de cristal. Malgré ces sanctions, ils ont été surpris à plusieurs reprises en important des produits de luxe valant des centaines de millions de dollars, qu'ils exhibent souvent. En 2024, la sœur de Kim, Kim Yo-jong, a été vue en Russie avec un sac Christian Dior valant 7500 dollars. Les initiés qui servent bien le régime sont parfois récompensés par des voitures de luxe ou des montres valant des dizaines de milliers de dollars. En réalité, les sanctions nuisent aux gens ordinaires, pas aux élites. Un rapport de 2013 estimait la fortune des Kim à 5 milliards de dollars, soit un sixième du produit intérieur brut actuel. Une grande partie de cette richesse est cachée à l'étranger, hors des comptes officiels. La Corée du Nord aurait des comptes bancaires secrets en Autriche, Chine, Liechtenstein, Luxembourg, Russie, Singapour et Suisse. En 2016, The Guardian a révélé qu'un banquier britannique avait aidé des élites nord-coréennes à ouvrir des comptes offshore liés au trafic d'armes. Les États-Unis ont aussi accusé des sociétés offshore britanniques de liens avec Pyongyang. Dans la finance douteuse, les empires offshore interrogent peu, mais un changement arrive en Corée du Nord. La réalité s'impose lentement à la population, révélant une vérité sombre. Les élites peuvent acheter des filles avec de petites fortunes, mais pas toute une nation. Les fêtes secrètes de l'élite choqueraient la nation, mais la vie quotidienne est bien pire. Regardez des choses étranges, qui n'existent qu'en Corée du Nord, pour voir à quel point c'est vraiment bizarre, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.